Quand est-ce que tu vas utiliser un test d'indépendance? Tu vas me répondre clairement et facilement ou tu vas me dire « Oh oh, je n'ai pas vraiment d'idée quand je vais utiliser un test d'indépendance. » Si c'est le cas, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, tu vas toujours trouver d'abord le pourquoi du comment. Et même les chiffres deviennent sympas. Car j'ai constaté que chez beaucoup de mes étudiants, c'est ce qu'ils cherchent. Comprendre pourquoi on va utiliser ce modèle et quand on va l'utiliser. Et sur ce même principe, j'ai mis en place le site amoinlestats.ch. Je t'ai mis le lien dans le descriptif. Va jeter un coup d'œil, il y a du contenu gratuit, il y a également des offres. Si rien ne te convient, contacte-moi pour qu'on puisse voir ensemble comment je peux t'aider pour atteindre tes objectifs et accessoirement devenir ami avec les stats et pourquoi pas les maths. Alors, on va commencer à répondre à notre question. Alors, tu vas utiliser un test d'indépendance quand tu cherches à savoir si deux variables sont liées ou non. Alors, pour bien l'illustrer, je vais donner un contexte. Prenons un exemple où on aimerait savoir si la satisfaction des clients, c'est-à-dire des passagers, par exemple, d'un vol, dépend de la classe de voyage. Alors ici, on va regarder un petit peu cet exemple-là. On a deux variables. On a la satisfaction et on a aussi la classe du voyage. Alors, cette variable-là, les deux en fait, sont des variables qualitatives. Okay? Si tu as un petit peu de mal à voir la différence entre variables qualitatives et quantitatives, j'ai mis une vidéo là-dessus. Eh ben, tu peux aller voir, le lien apparaît en haut. Et donc, dans ce cas, on a deux variables qui sont qualitatives et on aimerait savoir le lien d'indépendance entre elles. Alors, on va prendre, supposons qu'on a récolté des données, donc les réponses de 200 passagers, et puis on les a mis dans un tableau. Normalement, quand tu reçois un tableau, bah, tu as la satisfaction et puis toi, la classe, tout est mélangé. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord? D'abord, il faut mettre ce qu'on appelle un tableau de contingence ou un tableau en fait dynamique, c'est-à-dire que tu vas mettre la classe et puis tu vas mettre en fait satisfait ou pas. Et puis tu vas compter pour chaque classe le nombre de personnes qui sont satisfaites et également les personnes qui ne sont pas satisfaites. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc la première des choses, il faut, une fois que tu as fait ce tableau-là, il faut que tu t'assures que la taille de l'échantillon, elle est supérieure ou égale à 30. Donc ça, c'est important. Et puis, la taille de la catégorie, c'est-à-dire dans chaque cellule que tu as, par exemple, dans le tableau ici de contingence, il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 5. Pour la première condition, c'est-à-dire que quand tu as la taille de l'échantillon égale à 30, ça, c'est obligatoire. Si tu ne l'as pas, bah, tu ne peux pas faire vraiment un test d'indépendance. Par contre, pour la taille dans les cellules, ça, si jamais tu n'as pas dans des cellules où tu as moins de 5, bah, tout simplement, ce que tu vas faire, tu vas regrouper les cellules pour avoir une taille de 5 dans la cellule. Alors, ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas poser les hypothèses. Donc, l'hypothèse nulle, ici, ce n'est pas très compliqué, c'est toujours de la même manière. L'hypothèse nulle, c'est que les variables sont indépendantes, c'est-à-dire comme par exemple ici dans notre cas, on va dire que la satisfaction et
la classe du voyage sont indépendants. Et bien sûr, l'hypothèse alternative, eh ben, c'est que la classe et la satisfaction ne sont pas indépendantes, c'est-à-dire qu'ils sont dépendantes. Okay? Juste une précision aussi, ce test d'indépendance, il fait partie de ce qu'on appelle des tests non paramétriques. C'est-à-dire que c'est des tests où on ne s'intéresse pas à un paramètre de la population. D'accord? Donc ici, le test d'indépendance, il en fait partie. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas ici, par exemple, comme pour les tests d'hypothèse, ben, on avait la condition, c'est que la distribution doit suivre une loi normale. Ici, ce n'est pas le cas. Donc on a juste ces deux conditions à respecter pour pouvoir faire le test. Alors, une fois qu'on a posé nos hypothèses, ben, on va aller pour calculer la statistique. Ici, on va utiliser la statistique du qui carré. Là aussi, j'ai mis une vidéo sur la loi qui carré, donc il est important quand même que tu la maîtrises. Si ce n'est pas le cas, ben, va jeter un coup d'œil. Le lien, il apparaît en haut. Alors, pour la statistique du test, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, il faut comprendre aussi cette statistique avant qu'on passe à la formule. Parce que, comme j'ai dit, la formule, c'est à la fin. Il faut comprendre d'abord. Donc, le test ici de Kide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer ce qu'on a réellement, c'est-à-dire ce qu'on a, les observations qu'on a, les fréquences observées, avec celle qu'on est supposé avoir si jamais, si réellement les variables étaient indépendantes. Donc, il va comparer les deux. Et c'est pour ça que tu le vois ici. C'est pour ça que je l'ai dit avant que je mette la formule parce qu'elle a l'air impressionnante. Mais ce n'est pas du tout le cas parce que le double, comme tu le sais, en maths, on a besoin de symboles tout simplement. Ici, elle compare, comme j'ai dit, les fréquences observées au IJ. Ça, j'y reviendrai parce que ça, c'est la ligne et la colonne. Donc, c'est la ligne I et puis la colonne J, tout simplement. Parce que tu as, tu as un tableau de contingence. Donc, tu as une ligne et puis tu as la colonne. Donc, il faut repérer où on va chercher la valeur. Et on la compare à la fréquence théorique qu'on est supposé avoir. Ça, j'y reviendrai aussi, comment on calcule justement cette fréquence-là théorique. Et bien sûr, le taux au carré est par rapport à la fréquence théorique. Et on fait la somme évidemment et on va trouver notre statistique. Maintenant, comment on va calculer les fréquences théoriques? Ben, les fréquences théoriques, ce n'est pas très compliqué à calculer. Donc, ce EIJ, c'est-à-dire la valeur entre la colonne et la ligne, ben, tout simplement, c'est le total de la ligne multiplié par le total de la colonne et tu divises par la taille de l'échantillon, tout simplement. Donc, je vais le faire pour la première cellule et puis ensuite tu feras le reste. Alors pour le premier, comme j'ai dit, j'ai fait juste la première ligne et je te laisse faire le reste. Donc tout simplement pour calculer la première, on a le total ligne qui est égal à 100 multiplié par le total colonne qui est égal à 134 divisé par la taille de l'échantillon qui est de 200. Bah, si tu fais ce calcul-là, bah, tu vas trouver 67. Et ainsi de suite. Donc, évidemment, ça, si jamais tu utilises un logiciel comme R, tu n'as pas besoin de faire ça. Par contre, pour Excel, il n'y a pas directement un test que tu peux faire comme on a vu, par exemple, pour ANOVA. Donc, ici, vraiment, tu dois passer par ça. Et comme moi, je veux quand même que tu saches vraiment qu'est-ce qui est toujours derrière les modèles, c'est très intéressant de le faire une fois et après, bien sûr, tu peux utiliser le logiciel que tu veux. Maintenant, c'est facile, bah, tu continues et puis tu vas trouver les valeurs des fréquences qu'on est supposé avoir si jamais les variables, elles étaient indépendantes, ce qu'on appelle les fréquences théoriques. Une fois qu'on les a, bah, tout simplement, c'est ce qu'on a dit avec qui carré. Donc, pour calculer cette statistique, on va comparer ce qu'on a obtenu réellement, donc les fréquences observées, moins les fréquences théoriques, le tout au carré sur la fréquence théorique, et puis tu fais la somme de tout le monde, et puis à la fin, tu vas avoir à peu près un qui carré qui est égal à 5,13, si je m'arrête à 2 chiffres après la virgule.
Et bien sûr, plus la différence est grande entre l'observé et le théorique, bah, plus il y a de chances que les variables soient liées, c'est-à-dire soient dépendantes. Ensuite, maintenant que tu as calculé ta statistique, bah, il reste à faire une décision, c'est-à-dire est-ce qu'on va rejeter H0 ou pas. Donc ça, comment tu le fais? C'est soit avec la p-value, soit avec la région critique. Donc si on veut calculer la p-value, il faut d'abord qu'on détermine le degré de liberté. Ici, le degré de liberté n'est pas très compliqué à calculer. Tu as le nombre de lignes moins 1 fois le nombre de colonnes moins 1. Tout simplement, ici, on a 3 lignes, donc 3 moins 1, ça fait 2. Et puis, on a le nombre de colonnes, on a 2 colonnes, ça fait 1. Donc, le degré de liberté est égal à 1. Et bien sûr, on va calculer notre p-value. La probabilité p-value est égale loi qui de droite, bien sûr. On va mettre notre statistique qu'on vient de trouver, 5,13. Et puis, le degré de liberté 2. Et bien, tu fais Enter et puis tu vas avoir à peu près 0,0769. Donc, j'ai mis quand même juste le test avec R. Ben, tu vois, c'est exactement ce qu'on a obtenu avec R. Donc, le test sans qu'on passe par tous ces calculs-là. Maintenant, on va prendre une décision. C'est comme les autres tests. Si la p-value elle est inférieure à alpha, dans ce cas, on va rejeter H0. Par contre, quand la p-value elle est supérieure à alpha, ce qui est notre cas ici, parce qu'on a 0,0 à peu près 8, si je m'arrête à 3 chiffres, il est quand même nettement supérieur à 0,05. Donc ici, on ne va pas rejeter H0. Et sur cette base-là, on va énoncer notre conclusion. Donc ici, on ne peut pas conclure à une dépendance significative, c'est-à-dire on ne peut pas, entre parenthèses, confirmer H1 au seuil de 5% entre la classe de voyage et la satisfaction des clients. Bah, en d'autres termes, si on veut utiliser juste un terme qui est un peu plus compréhensible, ou pour le commun des mortels, bah, tout simplement, il est possible que la classe de voyage n'influence pas en fait la satisfaction du client. Alors, pratique un petit peu avec tes cours, mais avant tout, je vais quand même, moi, m'assurer que c'est assez clair dans la petite tête. Comme d'habitude, tu mets la vidéo sur pause, tu écris tes réponses, et tu mets ton score en commentaire. Au feu, au quiz. Question 1. Une université souhaite savoir si le genre des étudiants est lié au type d'études choisies. Elle recueille les données. Quelle hypothèse est testée dans ce cas? Tu as 4 propositions. Lis-les tranquillement pour trouver la bonne réponse. Mais moi, je te donne toujours 3 secondes. 1, 2, 3. Le test se fait toujours sur l'hypothèse nulle, qui est formulée de la manière dont on a vu pendant le cours. C'est-à-dire, les deux variables sont indépendantes. Ici, le genre et le type d'étude sont indépendants. Et bien, c'est sur cette hypothèse-là que le test va se faire. Question 2. Une analyse donne une p-value de 0,002 dans un test de Q2 d'indépendance entre le niveau d'éducation et le vote aux élections au seuil de 5%. Interpréter ce résultat. Tu as 4 propositions à lire attentivement pour en choisir la bonne ou les bonnes réponses. Mais moi, je te donne toujours 3 secondes. 1, 2, 3. Quand on a la p-value qui est strictement inférieure à alpha, on rejette H0. Ce qui signifie qu'on va conclure que les deux variables ne sont pas
indépendantes, c'est-à-dire que les deux variables sont dépendantes d'une manière significative. En se basant sur ça, eh ben, les 4 propositions, c'est la C qui est la gagnante. Question 3. Le test de Qui-2 d'indépendance repose sur certaines conditions pour être valide. Laquelle des affirmations suivantes est correcte? Lis les 4 propositions et choisis la bonne réponse. Et à toi de jouer en 3 secondes. 1, 2, 3. Alors, pour le test d'indépendance, comme je l'ai dit dans le cours, il faut une taille d'échantillon qui est suffisante, généralement supérieure ou égale à 30. Il faut également que les effectifs ou la taille dans les cases de la catégorie, c'est-à-dire quand tu fais tes fréquences théoriques, il faut que chaque case enfin contienne 5 au plus. Et bien sûr, il y a aussi le test d'indépendance se fait sur des variables qualitatives. En se basant sur ça, tu as les 3 sur les 4 qui sont nécessaires en fait. Donc c'est A, C et D. Il n'y a que le B qui n'en est pas un. Donc justement parce que si la taille de l'échantillon elle est trop petite, le test n'est pas valide. Question 4. Une entreprise teste une publicité pour un nouveau produit. Elle observe ensuite si les 20 personnes exposées à la publicité achètent ou pas. Le test se fait à 5% et il donne une p-value de 0,06. Dans ces conditions, quelle conclusion peut-on tirer? Comme d'habitude, tu vas lire les 4 propositions et cela pour une dernière fois pour choisir la bonne réponse. Et moi, je te donne 3 secondes. 1, 2, 3. Comme je viens de le dire pour la question 3, l'une des conditions pour que le test déjà soit valide, il faut que la taille de l'échantillon soit suffisante. Or, ici, on a 20. Donc ici, le test n'est pas valide. Et voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sois au rendez-vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a aidé, manifeste-le par un pouce. C'est statistiquement significatif. Abonne-toi à la chaîne où tu vas avoir le sens et les chiffres deviennent enfin sympa. Et pour ne rien manquer. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui va te faire avancer, voire te faire aimer les chiffres. Promis!